Une mendiante s'est approchée du millionnaire et lui a dit de ne pas monter dans la voiture avec sa femme. Le lendemain matin, il y avait une voiture de luxe et 3 hommes en costume près d'elle. Le ciel de Marseille pleurait depuis 3 heures, et Isabelle Fontaine sentait dans ses os que cette nuit serait différente, pas à cause de la pluie. Elle en avait vu d'autres en 5 ans de rue, mais à cause de cette sensation étrange qui lui tordait l'estomac depuis le matin, comme un animal qui flaire l'orage avant même que les nuages ne s'amoncellent, recroquevillée sous l'auvent détrempé de la boulangerie chez Marcel, elle observait les voitures qui filaient sur la Canebière, leurs phares découpant des traînées lumineuses dans la nuit. À 29 ans, elle avait l'air d'en avoir 40. La rue, ça vieillit vite, surtout quand on porte sur la peau les cicatrices d'un passé qui refuse de cicatriser. Elle remonta machinalement les manches de son pull troué, cachant les marques boursouflées qui couraient le long de ses avant-bras. 5 ans, 3 mois et 12 jours, c'était exactement le temps qui s'était écoulé depuis cette nuit d'horreur où sa vie avait basculé. L'incendie de l'orphelinat Sainte-Agnès avait fait la une des journaux pendant une semaine, puis tout le monde avait oublié. Tout le monde sauf elle, qui portait encore sur sa peau la signature du brasier, criminel, avait conclu l'enquête. Quelqu'un avait volontairement bouté le feu au bâtiment principal, les flammes avaient dévoré sa chambre, son lit, ses quelques affaires, et surtout l'unique photo qu'elle possédait de sa mère, Hélène Fontaine, morte quand Isabelle n'avait que 3 ans, emportant avec elle tous les secrets de ses origines. Cette nuit-là, Isabelle avait tout perdu, ses économies cachées sous le matelas, ses papiers d'identité, mais surtout sa confiance en l'humanité, car elle savait, elle l'avait vu en rêve 3 jours avant, que les flammes viendraient, mais personne ne l'avait cru. Délire de gamine, avait ricané le directeur. Trop de films d'horreur, avait ajouté l'infirmière. Pourtant, c'était arrivé exactement comme elle l'avait prédit. Les flammes, les cris, l'odeur de chair brûlée qui s'accroche aux narines pour l'éternité. Sa grand-mère maternelle, Mirella, la seule famille qui lui restait, était venue la chercher à l'hôpital. Vieille gitane aux mains burinées par la vie. Elle avait regardé les cicatrices de sa petite fille et avait simplement hoché la tête. « Le don », avait-elle murmuré de sa voix rocailleuse. « Il t'est venu comme il m'est venu, comme il est venu à ta mère, mais elle n'a jamais voulu l'écouter. » Mirella était morte 6 mois plus tard d'un cancer du poumon, emportant avec elle ses histoires de cartes et de présages. Isabelle s'était retrouvée seule, avec pour tout héritage cette faculté étrange de pressentir les malheurs. Un don empoisonné qui lui avait coûté tous ses emplois, qui garde une serveuse qui prédit la mort du patron, et toutes ses relations. Alors elle avait fini par accepter sa condition de paria. La rue l'avait accueillie avec sa brutalité habituelle, mais au moins, là, personne ne lui demandait d'explications. On la connaissait dans le quartier, la folle aux cicatrices, celle qui parlait toute seule et qui prétendait voir l'avenir. Les commerçants la toléraient, lui donnaient parfois un sandwich ou un café, pas par charité, plutôt par superstition, au cas où, ce soir-là, pourtant, c'était différent. Cette sensation dans sa poitrine, comme un étau qui se resserrait à chaque respiration. Elle avait déjà vécu ça, juste avant l'incendie, juste avant que Mirella ne s'effondre dans la cuisine, juste avant chaque catastrophe qui avait jalonné sa vie. La pluie redoublait d'intensité, transformant les rues en torrents. Les passants couraient vers les cafés encore ouverts, leurs parapluies retournés par le vent. Isabelle ferma les yeux et laissa son esprit dériver. Comme Mirella le lui avait appris, les images vinrent aussitôt, floues d'abord, puis de plus en plus nettes. Une voiture sombre, un homme en costume, une femme blonde aux lèvres pincées, du sang sur l'asphalte, beaucoup de sang. Elle rouvrit les yeux brutalement, le cœur battant. Ça allait arriver. Bientôt. Très bientôt. Isabelle se leva péniblement, ses articulations ankylosées par l'humidité. Elle devait trouver cet homme, le prévenir, même si personne ne la croirait, même si elle passait encore une fois pour folle. Elle ne pouvait pas laisser faire. Pas encore. Elle descendit la Canebière en claudiquant. Sa jambe gauche n'avait jamais complètement guéri depuis l'incendie. Scrutant chaque visage, chaque silhouette, l'horloge de la cathédrale sonnait 22 heures quand elle le vit enfin. Il sortait d'un immeuble de bureau, téléphone collé à l'oreille, l'air pressé, costard-cravate, la cinquantaine élégante, exactement comme dans sa vision. Elle reconnut immédiatement son profil, sa démarche assurée d'homme habitué à commander,
Jean-Luc Martin, elle avait lu son nom sur une plaque devant l'immeuble. Martin & Associés, conseil en investissement, un de ces hommes d'affaires qui brassent des millions et qui ne regarde jamais les gens comme elle. Il raccrocha et accéléra le pas vers une Renault noire garée un peu plus loin. Isabelle sentit ses jambes se dérober. C'était maintenant, dans quelques minutes. Il serait mort si elle n'agissait pas. Elle se mit à courir, ignorant la douleur qui lui transperçait le genou. La pluie lui fouettait le visage. Ses cheveux collaient à son crâne. Mais elle continuait. Il fallait qu'elle l'atteigne avant qu'il ne monte dans cette voiture. « Monsieur !» cria-t-elle. « Monsieur, attendez !» Jean-Luc Martin ne se retourna même pas. Il pressait déjà le bouton de sa clé. Les feux de la Renault clignotèrent dans la nuit. Isabelle rassembla ses dernières forces et hurla. « Cette femme va vous tuer ce soir !» Cette fois, il s'arrêta net. Jean-Luc Martin se figea, la main encore posée sur la poignée de sa Renault Talisman, dans le vacarme de la pluie et de la circulation. Il avait d'abord cru mal entendre, mais cette voix rauque, désespérée, résonnait encore dans ses oreilles. « Cette femme va vous tuer ce soir !» Il se retourna lentement et découvrit une silhouette détrempée qui s'approchait en boitillant, une femme d'une trentaine d'années. Vêtue de haillons, les cheveux plaqués sur le crâne par la pluie, dans la lumière blafarde du réverbère, il distingua son visage émacié, ses joues creusées par la faim et les privations. Mais ce qui le frappa le plus, ce furent ses yeux, des yeux d'un bleu intense, presque électrique, qui semblaient n'avoir au-delà de la réalité. « Qu'est-ce que vous dites ?» demanda-t-il, la main crispée sur ses clés. Isabelle s'arrêta à quelques mètres de lui, hors d'haleine. Elle savait que ces quelques secondes étaient cruciales. D'habitude, les gens fuyaient dès qu'ils l'apercevaient, ou alors ils appelèrent la police pour se débarrasser de la cinglée. Mais lui, il l'écoutait. Pour la première fois depuis des années, quelqu'un l'écoutait vraiment. « Votre femme », haleta-t-elle. « Elle va vous tuer ce soir, dans cette voiture. » Jean-Luc eut un mouvement de recul. Sa première impulsion fut de tourner les talons et de s'enfuir. Cette femme était visiblement dérangée, probablement sous l'emprise de drogue ou d'alcool. Il avait déjà eu affaire à ce genre de marginaux dans le centre-ville de Marseille, mais quelque chose dans son regard l'empêchait de partir. « Écoutez, madame, je ne sais pas qui vous êtes, mais mon nom, c'est Isabelle, » l'interrompit-elle en remontant ses manches détrempées. Jean-Luc aperçut alors les cicatrices, des boursouflures rosâtres qui couraient le long de ses avant-bras, visiblement anciennes mais encore douloureuses à regarder, des marques de brûlure, sévères. « J'ai perdu tout ce que j'avais dans un incendie, » continua Isabelle d'une voix plus calme. « Tout, ma maison, mes affaires, ma vie d'avant. Je sais ce que c'est de tout perdre à cause de quelqu'un qu'on aime ou qu'on croit aimer. » Il y avait une sincérité troublante dans sa voix. Jean-Luc sentit ses certitudes vaciller. Cet après-midi même, il avait remarqué quelque chose d'étrange chez Claire. Une nervosité inhabituelle quand elle avait raccroché le téléphone. Et puis ce parfum qu'il ne reconnaissait pas, mais qui lui rappelait vaguement quelque chose. « Comment pouvez-vous savoir ça ?» murmura-t-il. « Parce que je le vois », répondit simplement Isabelle. « Depuis toujours, ma grand-mère disait que c'était un don. Moi, j'appelle ça une malédiction. Mais ce soir, pour une fois, ça pourrait servir à quelque chose. À sauver une vie, la vôtre. » À cet instant précis, la vitre passager de la Renault s'abaissa et une voix agacée retentit. « Jean-Luc, qu'est-ce que tu fais? On va être en retard. » Claire Martin, 45 ans, blonde impeccable malgré la pluie, l'observait depuis l'habitacle avec une impatience mal dissimulée. Elle portait une robe de soirée noire qui devait coûter plus cher que ce qu'Isabelle avait possédé dans toute sa vie. Ses lèvres, tirées par l'agacement, révélaient une crispation qui ne lui était pas habituelle. « Les Dubois nous attendent au restaurant pour 22h30, » ajouta Claire. « Tu sais comme Pierre déteste qu'on le fasse attendre. » Jean-Luc regarda sa femme, puis Isabelle, puis de nouveau sa femme. 23 ans de mariage, 23 ans de vie commune, de projets partagés, de complicité, du moins le croyait-il jusqu'à récemment, car depuis quelques mois, quelque chose avait changé, des détails insignifiants au départ, des coups de téléphone interrompus dès qu'il entrait dans la pièce, des rendez-vous d'affaires qui s'éternisaient, des parfums inhabituels sur ses vêtements, et puis il y avait François, son associé depuis 15 ans, son ami d'enfance,
celui en qui il avait une confiance aveugle. Ces dernières semaines, Jean-Luc avait remarqué des regards échangés, des sourires complices, des conversations qui cessaient abruptement dès qu'il s'approchait. « Jean-Luc » insista Claire, sa voix montant d'un ton. « Monte, on y va. Regardez ses mains » chuchota Isabelle en s'approchant légèrement. « Elle tremble. Et ce parfum qu'elle porte, vous l'avez déjà senti quelque part, non ?» Jean-Luc observa plus attentivement sa femme. Effectivement, ses doigts tambourinaient nerveusement sur le volant, et il y avait dans son regard quelque chose qu'il n'arrivait pas à identifier. De l'anxiété, de la culpabilité, et ce parfum, Opium d'Yves Saint-Laurent, le parfum préféré de la secrétaire de François. Un frisson glacé lui parcourut l'échine. « Vous pourriez vous tromper ?» dit-il d'une voix incertaine. « Je me trompe jamais », répliqua Isabelle. « J'ai vu l'incendie qui a détruit ma vie 3 jours avant qu'il arrive. J'ai vu la mort de ma grand-mère 1 semaine avant qu'elle s'effondre. Je vois toujours, et ce soir, je vous vois mort dans cette voiture avant minuit. » Jean-Luc, Claire était maintenant franchement énervée. « Qu'est-ce que tu fais avec cette femme ?» Le mépris dans sa voix en parlant d'Isabelle fit quelque chose à Jean-Luc. Sa Claire, sa douce Claire, n'avait jamais parlé ainsi des plus démunis. Elle qui soutenait 3 associations caritatives, qui organisait des collectes pour les sans-abri. « J'arrive », répondit-il machinalement, mais ses pieds refusèrent d'avancer. « S'il vous plaît », supplia Isabelle. « Je ne vous demande pas de me croire. Je vous demande juste de faire attention. Regardez-la bien, écoutez-la bien, et si vous voyez quoi que ce soit d'anormal, quoi que ce soit de quoi, d'anormal, un geste bizarre, une route qu'elle ne prend jamais, une conversation étrange, n'importe quoi qui ne colle pas avec vos habitudes. » Jean-Luc hocha la tête, troublé. Cette femme était peut-être folle, mais il y avait quelque chose de profondément humain dans sa démarche. Elle risquait l'humiliation, les moqueries, peut-être même les coups, juste pour avertir un inconnu d'un danger qu'elle seule percevait. « Pourquoi ?» demanda-t-il. « Pourquoi vous me dites ça? Qu'est-ce que ça peut vous faire? Ce qui m'arrive. » Isabelle eut un sourire triste. « Parce que personne ne m'a prévenu. Moi, et que j'ai passé 5 ans à regretter de ne pas avoir écouté mes visions plus tôt. Peut-être que si j'avais insisté davantage, si j'avais crié plus fort, peut-être que des gens seraient encore vivants aujourd'hui. » Jean-Luc, le cri de Claire les fit sursauter tous les deux. Elle était sortie de la voiture et s'approchait d'eux, ses talons claquant rageusement sur l'asphalte mouillé. « Qu'est-ce que cette personne te raconte ?» demanda-t-elle en fusillant Isabelle du regard. « Rien d'important, » répondit Jean-Luc. Surpris par sa propre réticence à dire la vérité, Claire attrapa son bras avec une force surprenante. « Alors viens, maintenant, on a déjà 15 minutes de retard. » Jean-Luc se laissa entraîner vers la voiture, mais il se retourna une dernière fois vers Isabelle. Elle n'avait pas bougé, plantée sous la pluie comme une sentinelle déchue. « Faites attention », articula-t-elle silencieusement. Il monta dans la Renault, le cœur battant. Claire démarra immédiatement, faisant crisser les pneus sur l'asphalte mouillé. « Qu'est-ce qu'elle te voulait, cette folle ?» demanda-t-elle en évitant soigneusement de regarder dans le rétroviseur. « Rien », mentit Jean-Luc. « Elle demandait de l'argent. » Mais tout en attachant sa ceinture, il observait sa femme du coin de l'œil, et pour la première fois en 23 ans de mariage, il se demanda s'il la connaissait vraiment. La Renault talisman filait dans les rues détrempées de Marseille, ses essuie-glaces battant un rythme hypnotique contre le pare-brise. Jean-Luc observait discrètement sa femme au volant, cherchant dans ses gestes familiers les signes que la mystérieuse Isabelle l'avait incité à déceler. Claire conduisait avec sa précision habituelle, mais quelque chose clochait. Ses mains, d'ordinaire fermes et assurées sur le volant, tremblaient légèrement. Elle ajustait sans cesse le rétroviseur, vérifiait obsessionnellement les angles morts, comme si elle s'attendait à être suivie. « Tu sembles nerveuse », remarqua Jean-Luc d'un ton volontairement désinvolte. « Nerveuse. » Claire eut un petit rire artificiel. « Pas du tout, c'est juste cette pluie. Elle rend la conduite difficile. Pourtant, Claire avait toujours été une excellente conductrice, même par temps d'orage. Combien de fois l'avait-il vue négocier les virages de la corniche Kennedy par grand vent? Imperturbable. Cette nervosité était nouvelle, inexpliquée. Il l'observa plus attentivement. Son profil, qu'il connaissait par cœur, lui semblait soudain étranger.
Ses lèvres étaient à pincer, sa mâchoire crispée, et ce parfum entêtant qui flottait dans l'habitacle. Opium, le parfum de Sylvie, la secrétaire de François. Un souvenir lui revint brutalement. La semaine dernière, quand il était passé à l'improviste au bureau de son associé, François n'était pas là, mais Sylvie si, et quand elle s'était levée pour l'accueillir, cette même fragrance avait embaumé la pièce, une fragrance que Claire ne portait jamais, du moins, c'est ce qu'il croyait. « Nouveau parfum ?» demanda-t-il, s'efforçant de garder un ton neutre. Claire sursauta imperceptiblement. « Quoi ? Non, c'est le même que d'habitude. Tu sais bien, l'arpège que tu m'as offert pour nos 20 ans de mariage. » Mensonge. Jean-Luc connaissait l'arpège de l'an 20 par cœur, ce parfum délicat, floral, qui lui rappelait leur premier rendez-vous. Ce qu'il sentait ce soir n'avait rien à voir. C'était plus lourd, plus sensuel, plus moderne. Un frisson d'angoisse lui parcourut l'échine. Pour la première fois depuis leur rencontre sur ce parking détrempé, il se demanda si les paroles d'Isabelle n'avaient pas un fond de vérité. Ils roulaient maintenant sur la route qui menait au restaurant Le Miramar, un établissement huppé perché sur les hauteurs de Marseille. Mais Claire avait pris un itinéraire inhabituel, évitant l'autoroute pour emprunter les petites routes sinueuses qui serpentaient à flanc de collines. Pourquoi on passe par là, s'enquit Jean-Luc. L'autoroute aurait été plus rapide. Travaux, répondit Claire laconiquement. J'ai entendu ça à la radio ce matin. Nouveau mensonge. Jean-Luc avait écouté les infos trafic en sortant du bureau. Aucun travaux signalés sur la 7, et Claire le savait pertinemment. Elle qui vérifiait religieusement l'état des routes avant chaque sortie, la route qu'elle avait choisie était plus longue, plus dangereuse aussi avec cette pluie battante. Elle serpentait le long de la côte, offrant une vue imprenable sur la Méditerranée en temps normal. Mais ce soir, dans l'obscurité et sous cette pluie diluvienne, elle ressemblait plutôt à un piège. Les souvenirs commençaient à remonter à la surface. Ces derniers mois, Jean-Luc avait remarqué des changements subtils chez Claire, des coups de téléphone qu'elle prenait dans une autre pièce, des sorties qu'elle justifiait par des rendez-vous avec des amis qu'il ne connaissait pas, des retards inexpliqués, des excuses bancales. Et puis il y avait François, son ami d'enfance, son témoin de mariage, celui qu'il considérait comme un frère. Ces dernières semaines, leur relation s'était tendue. François évitait son regard lors des réunions, trouvait toujours des prétextes pour reporter leurs déjeuners hebdomadaires, et quand ils se croisaient, Jean-Luc percevait une gêne, comme si François portait un secret trop lourd. « Au fait, » dit Claire en négociant un virage particulièrement serré, « François ne viendra pas ce soir finalement. »« Comment ça ?» Jean-Luc se tourna vers elle, surpris. Il devait pourtant nous rejoindre chez les Dubois. C'était prévu depuis 15 jours. Il a eu un empêchement de dernière minute. Sa mère est tombée malade. Encore un mensonge. La mère de François était morte 3 ans plus tôt d'un cancer du pancréas. Jean-Luc avait assisté aux obsèques, porté le cercueil avec les autres amis du défunt. Comment Claire pouvait-elle sortir une énormité pareille, sauf si elle était tellement perturbée qu'elle ne contrôlait plus ses mensonges, ou si elle pensait qu'il ne s'en souviendrait pas, comme si elle le prenait pour un imbécile. La voiture abordait maintenant le fameux virage des âmes, cette courbe traîtresse qui avait fait tant de victimes au fil des ans. Le nom n'était pas choisi au hasard. La légende locale voulait que les âmes des accidentés y demeurent à jamais, hantant les lieux pour attirer de nouvelles proies. Jean-Luc sentit ses paumes devenir moites. Les paroles d'Isabelle résonnèrent dans sa tête. « Je vous vois mort dans cette voiture avant minuit. » Il jeta un coup d'œil à l'horloge du tableau de bord. 23h47. « Claire, » dit-il d'une voix qu'il voulait ferme. « Ralentis un peu. Cette route est dangereuse avec la pluie. »« Je maîtrise, » répliqua-t-elle sèchement. Mais ses mains tremblèrent de plus en plus sur le volant. Et cette odeur, ce n'était plus seulement le parfum maintenant, c'était autre chose. Une odeur âcre, chimique, qui lui piquait les narines. Soudain, tout se mit en place. Les mensonges, la nervosité, l'itinéraire inhabituel, l'absence de François, et cette odeur qu'il identifiait maintenant, du liquide de frein, il en avait senti la même lors de sa formation de pilotage, des années plus tôt. Son sang se glaça dans ses veines. « Claire, » dit-il d'une voix blanche, « arrête-toi, tout de suite. Qu'est-ce qui te prend ? On est presque arrivé. Arrête cette voiture. » Mais Claire accéléra au lieu de freiner, abordant le virage des âmes à une vitesse folle. Jean-Luc vit le panorama défiler par la fenêtre. Les lumières de Marseille en contrebas,
la mer Noire qui se confondait avec le ciel, et cette route qui tournait, dans un lacet mortel. Il tenta d'attraper le volant, mais Claire le repoussa violemment. « Ne fais pas ça !» cria-t-elle. Et pour la première fois, il perçut dans sa voix quelque chose qu'il n'y avait jamais entendu. De la haine pure. « Pourquoi ?» hurla-t-il par-dessus le bruit du moteur qui s'emballait. « Pourquoi, Claire ?» Elle se tourna vers lui, et dans son regard, il ne reconnut plus la femme qu'il avait épousée. C'était le regard d'une étrangère, froide et déterminée. « Parce que tu nous gênes », dit-elle simplement. Le virage arrivait à toute vitesse. Jean-Luc ferma les yeux et pensa à Isabelle, à ses cicatrices, à ses yeux bleus qui voyaient l'invisible. Elle avait eu raison, elle avait tout vu. Le dernier souvenir qu'il eut, avant l'impact, fut le visage de cette femme déchue qui avait tenté de le sauver et qu'il n'avait pas écouté. Les freins ne répondirent pas. Le temps sembla se suspendre dans les dernières secondes avant l'impact. Jean-Luc sentit la Renault perdre totalement le contrôle, ses pneus patinant sur l'asphalte détrempé, alors que Claire tentait désespérément de corriger la trajectoire. Mais il était trop tard. Beaucoup trop tard, la voiture percuta d'abord le rail de sécurité dans un fracas métallique assourdissant, l'acier tordu céda sous la violence du choc, et la talisman fut projetée dans le vide, entamant une chute de 15 mètres qui parut durer une éternité. Jean-Luc eut le temps de voir le paysage se retourner autour de lui. Les lumières de Marseille qui dansaient dans tous les sens, le ciel noir qui devenait le sol, la mer qui se rapprochait à une vitesse terrifiante, et le visage de Claire, figé dans une expression d'horreur absolue, comme si elle venait seulement de réaliser l'ampleur de ce qu'elle avait déclenché. Le premier tonneau fut le plus violent. La voiture heurta un rocher en saillie et se retourna complètement, projetant ses occupants contre le toit, puis contre les portières. Les vitres explosèrent dans une pluie de cristaux. La carrosserie se froissait comme du papier d'aluminium sous la puissance des impacts successifs. Jean-Luc sentit quelque chose se briser dans son thorax. Une côte, peut-être deux. Sa tête heurta violemment l'appui-tête, et des étoiles dansèrent devant ses yeux. Le goût métallique du sang envahit sa bouche, mais il était conscient, terriblement, douloureusement conscient. Claire, elle, n'avait pas eu cette chance, ou cette malchance. Dès le premier impact, sa tête avait heurté le montant de la portière avec un bruit sourd qui hantrait Jean-Luc pour le reste de ses jours. Son cou s'était brisé net, et ses yeux, grands ouverts, fixaient déjà le néant. Ironie cruelle du destin, celle qui avait orchestré ce piège mortel en était devenue la première victime. La voiture continua sa course folle, rebondissant de rocher en rocher dans un concert de métal tordu et de verre brisé. Chaque impact arrachait un morceau de carrosserie, dispersait les débris sur la pente rocailleuse. Le moteur, arraché de ses fixations, se détacha dans une gerbe d'étincelles et dévala la pente en fumant. Enfin, après ce qui sembla des heures, mais ne dura probablement que quelques secondes. La carcasse de la Renault s'immobilisa contre un gros olivier centenaire. Dans un dernier grincement d'agonie, le silence retomba sur le virage des âmes, troublé seulement par le chuintement de la vapeur qui s'échappait du radiateur éventré et le bruit sourd de la pluie sur la tôle froissée. Jean-Luc demeura suspendu tête en bas, maintenu par sa ceinture de sécurité. Le sang lui coulait du front vers les cheveux, formant une mare rouge sur ce qui restait du toit. Sa vision était floue, ses oreilles bourdonnaient, mais il était vivant. Miraculeusement vivant, à côté de lui, Claire pendait mollement, sa nuque brisée formant un angle impossible. Ses cheveux blonds, qu'elle entretenait avec tant de soin, étaient maculés de sang et de terre. Son beau visage, figé dans une expression de surprise, gardait encore les traces de ce dernier instant de lucidité où elle avait compris que son plan parfait venait de se retourner contre elle. Jean-Luc tenta de bouger, mais une douleur fulgurante lui traversa le dos. Plusieurs vertèbres étaient probablement fêlées. Son bras gauche pendait bizarrement, sans doute cassé, mais il était vivant, contre toute attente, contre toute logique. Il avait survécu à ce piège mortel. Les mots d'Isabelle lui revinrent en mémoire. « Je vous vois mort dans cette voiture avant minuit. » Elle s'était trompée sur un détail. Ce n'était pas lui qui était mort, c'était Claire, au-dessus d'eux, sur la route. Des phares balayaient l'obscurité. Quelqu'un avait dû entendre le fracas de l'accident. Jean-Luc tenta de crier, mais seul un râle sortit de sa gorge. Il avait probablement les poumons touchés. Les premières voix lui parvinrent, étouffées par la distance et la pluie.
Mon Dieu, vous avez vu ça? Appelez les secours, vite! Il y a quelqu'un en bas. Jean-Luc ferma les yeux, submergé par une vague de soulagement. On allait venir le chercher, il allait s'en sortir, et il pourrait enfin comprendre ce qui s'était passé, pourquoi Claire avait voulu le tuer, pourquoi cette femme qu'il avait aimée pendant 23 ans s'était transformée en meurtrière. Les minutes s'égrenèrent avec une lenteur insupportable. La pluie continuait de tomber, s'infiltrant par les vitres brisées, trempant ses vêtements déchirés. Le froid s'insinuait dans ses os, et Jean-Luc dut lutter pour ne pas sombrer dans l'inconscience. Il pensait à Isabelle, cette femme qu'il avait prise pour folle, qui vivait dans la rue depuis 5 ans, qui portait sur sa peau les cicatrices d'un autre drame. Elle l'avait averti, elle avait tout vu, et lui, dans son arrogance d'homme d'affaires habitué à tout contrôler, il ne l'avait pas écouté. Parce que personne ne m'a prévenu. Moi, avait-elle dit, et que j'ai passé 5 ans à regretter de ne pas avoir écouté mes visions plus tôt. Maintenant, il comprenait. Cette faculté qu'elle prétendait posséder, ce don de voir l'avenir, n'était pas un délire de marginal, c'était réel. Terriblement réel. Et elle avait utilisé ce don pour tenter de le sauver. Lui, un parfait inconnu qui l'avait regardé avec méfiance et condescendance. Le bruit des sirènes commença à se faire entendre au loin, d'abord faible, puis de plus en plus fort. Se rapprochant par la route sinueuse, les secours arrivaient enfin. Jean-Luc tourna la tête vers Claire une dernière fois. Son visage, dans la mort, avait retrouvé une sorte de sérénité. On aurait presque pu croire qu'elle dormait, si ce n'était cet angle impossible de sa nuque et cette rigidité qui s'emparait déjà de ses traits. Qui était-elle vraiment? Cette question le hanterait désormais. Pendant 23 ans, il avait cru connaître cette femme. Ils avaient partagé un lit, des projets, des rires, des peines. Elle connaissait ses habitudes, ses goûts, ses peurs les plus intimes, et lui pensait connaître les siennes. Mais ce soir, elle s'était révélée sous son vrai jour, une étrangère, une meurtrière, une femme capable de regarder son mari dans les yeux, tout en programmant sa mort. Les gyrophares rouges et bleus des véhicules de secours commencèrent à stroboscopiser dans la nuit, projetant des ombres dansantes sur les parois rocheuses. Jean-Luc entendait maintenant les voix des sauveteurs qui organisaient l'intervention. Matériel de désincarcération. Préparez une civière. Attention, la voiture est instable. Des cordes furent lancées. Des hommes casqués descendirent en rappel. Le premier sauveteur à atteindre l'épave braqua aussitôt sa lampe frontale à l'intérieur. « Un survivant !» cria-t-il vers le haut. « L'homme est conscient. La femme !» Il n'eut pas besoin de finir sa phrase. L'état de Claire était évident. « Monsieur, monsieur, vous m'entendez ?» Jean-Luc ouvrit les yeux et croisa le regard inquiet du pompier. Un homme jeune, pas plus de 30 ans, avec des yeux noirs bienveillants. « Oui !» murmura Jean-Luc d'une voix rauque. « Je vous entends ? Parfait. Ne bougez pas. On va vous sortir de là. Comment vous appelez-vous ? Jean-Luc Martin. Très bien, monsieur Martin. Restez calme. Dans quelques minutes, vous serez à l'hôpital. » Mais Jean-Luc ne pensait plus à ses blessures. Il pensait à cette femme aux cicatrices qui se tenait sous la pluie, quelques heures plus tôt, et qui lui avait dit la vérité. Une vérité qu'il avait refusé d'entendre. Il lui devait la vie, et il comptait bien le lui dire. Si jamais il la retrouvait, Jean-Luc émergea d'un sommeil agité 3 jours après l'accident. Sa première sensation fut la douleur, une douleur sourde et constante qui irradiait de son dos vers ses côtes fracturées. Sa seconde fut l'odeur antiseptique caractéristique de l'hôpital, mélange d'éther et de désinfectant qui lui rappela immédiatement où il se trouvait. Il ouvrit les yeux avec difficulté, ses paupières lourdes et gonflées. La chambre baignait dans une lumière tamisée. Des perfusions pendaient à côté de son lit. Reliés à son bras par de fins tuyaux transparents, son torse était sanglé dans une minerve, et sa jambe gauche, surélevée, disparaissait dans un plâtre blanc immaculé. « Ah, vous voilà enfin parmi nous », dit une voix familière. Jean-Luc tourna péniblement la tête et découvrit l'inspecteur Lefebvre. Un homme d'une 50aine d'années au visage buriné, qu'il connaissait de réputation. Lefebvre était réputé pour son flair et sa ténacité. Quand il s'occupait d'une affaire, il ne lâchait jamais le morceau. « Inspecteur », murmura Jean-Luc d'une voix rauque. « Depuis quand êtes-vous là ? J'attends que vous repreniez conscience depuis ce matin, » répondit Lefebvre en approchant une chaise du lit. « Les médecins m'ont assuré que vous étiez tiré d'affaire.
quelques côtes cassées, une fracture du tibia, une commotion cérébrale légère. Vous avez eu une chance inouïe, monsieur Martin. Jean-Luc ferma les yeux. Les images de l'accident revinrent par flash. Le visage déformé par la haine de Claire, la sensation de chute libre, le bruit du métal qui se froisse, et cette ironie terrible, Claire était morte dans le piège qu'elle lui avait tendu. « Ma femme », commença-t-il, « décédée sur le coup », confirma Lefebvre avec une gravité professionnelle. « Fracture des cervicales, elle n'a pas souffert. » Un silence pesant s'installa dans la chambre. Jean-Luc ne savait pas s'il devait éprouver de la tristesse ou du soulagement. 23 ans de mariage venaient de s'écrouler en quelques secondes sur une route de montagne. « Je dois vous poser quelques questions », reprit l'inspecteur en sortant un carnet de sa poche. « L'expertise technique préliminaire révèle des anomalies sur votre véhicule. Les freins ont été sabotés. » Jean-Luc ne manifesta aucune surprise. Il s'en doutait depuis cette odeur de liquide de frein qu'il avait sentie dans l'habitacle. « Vous aviez des ennemis ? Quelqu'un qui vous en voulait ?» continua Lefebvre. « Inspecteur, » dit Jean-Luc, après avoir pris une profonde inspiration. « Je dois vous avouer quelque chose. Depuis plusieurs mois, je soupçonnais ma femme d'avoir une liaison. » Lefebvre leva les yeux de son carnet, visiblement intéressé. « Continuez. J'ai même engagé un détective privé, Maître Dubois, de l'agence Provence Investigation. Il devait me remettre son rapport cette semaine. Vous pensez que votre femme... » « Je pense que ma femme voulait me tuer. »« Oui, » coupa Jean-Luc. « Et je pense qu'elle n'était pas seule dans cette affaire. » L'inspecteur griffonna rapidement dans son carnet. « Vous avez des preuves, des indices. » Jean-Luc réfléchit un instant. Par où commencer? Comment expliquer à un policier rationnel qu'une femme sans domicile fixe l'avait averti de sa mort prochaine? « Il y a d'abord cette police d'assurance, » dit-il finalement. « Claire a souscrit une assurance vie à mon nom il y a 6 mois. 80 millions d'euros. Je l'ai découvert par hasard en rangeant des papiers dans son bureau. » Lefebvre siffla entre ses dents. 80 millions. C'était un mobile plus que suffisant. Ensuite, il y a François Mercier, mon associé. Je soupçonne ma femme d'avoir une liaison avec lui. Le détective que j'ai engagé devait me confirmer mes soupçons. Nous allons vérifier tout ça, assura l'inspecteur. Autre chose. Jean-Luc hésita. Devait-il parler d'Isabelle ? De cette rencontre surréaliste sous la pluie, de ces prédictions qui s'étaient révélées exactes? Lefebvre risquait de le prendre pour un malade mental. Il y a eu un témoin, dit-il finalement. Une femme qui m'a averti du danger, juste avant que je monte dans la voiture. Un témoin? Lefebvre redressa la tête, alerte. Pourquoi ne s'est-elle pas manifestée? Parce que c'est compliqué, cette femme vit dans la rue. Elle m'a abordé sur le parking, devant mon bureau. Elle m'a dit que ma femme allait me tuer. L'inspecteur fronça les sourcils. Elle vous a dit ça, comme ça, sans vous connaître. Elle prétendait avoir des prémonitions. Je sais que ça paraît fou. Mais elle avait raison, surtout. Lefebvre nota soigneusement ces informations, même s'il gardait un air sceptique. Nous la retrouverons, promit-il. Son témoignage pourrait être crucial. Vous savez où on peut la trouver. Sur la Canebière. C'est là que je l'ai rencontrée. Elle s'appelle Isabelle. Parfait. Autre chose. Jean-Luc réfléchit encore. Il y avait tant de détails qui, rétrospectivement, prenaient un sens sinistre. Les coups de téléphone interrompus, les sorties mystérieuses de Claire, ses changements d'humeur, ce parfum qu'elle portait le soir de l'accident. Cette nuit-là, Claire portait un parfum qui n'était pas le sien. Opium, d'Yves Saint-Laurent, le même que porte la secrétaire de François. Intéressant, murmura Lefebvre en griffonnant. Nous allons interroger ce François Mercier dès aujourd'hui, et cette secrétaire aussi. L'inspecteur referma son carnet et se leva. Une dernière question, monsieur Martin. Pourquoi êtes-vous monté dans cette voiture si cette femme vous avait averti? Jean-Luc soupira. C'était la question qui le torturait depuis qu'il avait repris conscience. Parce que j'ai été stupide, parce que j'ai cru que 23 ans de mariage, ça comptait plus que les paroles d'une inconnue, parce que je n'ai pas voulu voir ce qui crevait les yeux. Il marqua une pause, puis ajouta « Et parce que même quand on soupçonne quelqu'un de vous tromper, on n'imagine jamais qu'il puisse vouloir vous tuer. » Lefebvre hocha la tête avec compréhension. Dans son métier, il avait vu tant de crimes passionnels, tant de trahisons familiales. « Nous reprendrons cette conversation quand vous serez remis, » dit-il en se dirigeant vers la porte. « En attendant, reposez-vous,
Et ne vous faites pas de soucis. Si votre femme et ce François Mercier ont monté un complot, nous le découvrirons. » Une fois seul, Jean-Luc ferma les yeux et laissa les larmes couler librement. Pas des larmes de tristesse pour Claire. Cette femme était morte pour lui bien avant l'accident. Des larmes de colère, de déception, de trahison. Pendant 23 ans, il avait vécu avec une inconnue, une femme capable de sourire en préparant sa mort, de l'embrasser en sachant qu'elle allait l'assassiner. Comment avait-il pu être aussi aveugle? Et puis il pensait à Isabelle, cette femme brisée par la vie, marquée au fer rouge par les flammes, qui avait risqué l'humiliation pour tenter de le sauver. Elle qui n'avait rien, qui vivait dans la rue, qui n'attendait rien de lui, avait fait preuve d'une humanité que sa propre épouse avait perdue depuis longtemps. Il fallait qu'il la retrouve, qu'il la remercie, qu'il comprenne comment elle avait pu voir ce que lui-même refusait d'admettre. Mais d'abord, il fallait que Lefebvre démêle l'écheveau de mensonges que Claire et François avaient tissés autour de lui. Il fallait que la vérité éclate au grand jour. Jean-Luc Martin avait survécu à un piège mortel. Maintenant, il voulait que justice soit faite. 2 jours plus tard, alors que Jean-Luc commençait tout juste à retrouver ses forces, l'inspecteur Lefebvre revint accompagné d'un homme élégant d'une 60aine d'années. Maître Dubois, le détective privé, portait un costume gris impeccable et une mallette en cuir vieilli qui semblait contenir tous les secrets du monde. « Monsieur Martin », dit Lefebvre en s'installant près du lit. Maître Dubois a accepté de partager avec nous les résultats de son enquête. Ce qu'il a découvert va vous choquer. Jean-Luc se redressa tant bien que mal dans son lit. Ignorant la douleur qui lui vrillait les côtes, depuis 3 jours, il se préparait mentalement à entendre la confirmation de ses pires soupçons, mais rien ne l'avait préparé à ce qui allait suivre. Dubois ouvrit sa mallette avec des gestes précis et en sortit un épais dossier rouge sang. « Monsieur Martin, j'ai mené mon enquête sur 3 fronts, la surveillance de votre épouse, l'analyse de vos finances et les recherches sur votre entourage professionnel. Ce que j'ai découvert dépasse largement une simple affaire d'adultère. » Il posa sur la table de chevet une série de photographies en noir et blanc. Jean-Luc reconnut immédiatement Claire et François, enlacés sur la terrasse d'un hôtel de luxe qu'ils ne connaissaient pas. « Votre épouse et monsieur Mercier entretenaient effectivement une liaison depuis 8 mois, confirma Dubois. Mais ce n'était que la partie émergée de l'iceberg. Ils avaient monté ensemble un plan minutieux pour vous éliminer et s'emparer de votre patrimoine. L'inspecteur Lefebvre prit le relais. Nous avons perquisitionné le domicile de François Mercier hier matin, dans son coffre-fort. Nous avons trouvé les preuves de toute l'opération. Il sortit de son attaché-case plusieurs documents plastifiés. Voici d'abord la police d'assurance vie de 80 millions d'euros que votre épouse avait souscrite à votre nom. La signature a été falsifiée. Claire avait engagé un faussaire professionnel en cas de décès accidentel. La somme devait être versée intégralement à votre veuve. Jean-Luc sentit sa gorge se serrer. 80 millions. Le prix de sa vie selon sa propre épouse. Ensuite, continua Lefebvre, nous avons découvert que François Mercier avait contracté plusieurs emprunts importants ces derniers mois. Il était au bord de la faillite personnelle et détournait l'argent de votre société pour combler ses dettes. Votre mort devait lui permettre de devenir l'unique dirigeant et de maquiller ses malversations. Dubois reprit la parole. Les écoutes téléphoniques que j'ai pu obtenir révèlent l'ampleur de leur complot. Ils avaient tout planifié, le sabotage de votre véhicule, l'itinéraire de cette soirée fatale, même les alibis de François pour le soir de l'accident. Il tendit à Jean-Luc un CD audio. « Vous voulez entendre ?» Jean-Luc hocha la tête, même si chaque révélation lui arrachait un peu plus le cœur. Dubois inséra le disque dans un petit lecteur portable. La voix de Claire emplit la chambre d'hôpital, claire et froide. « Tout est prêt pour jeudi soir. J'ai vidangé le liquide de frein comme prévu. Dans ce virage, avec cette vitesse, il n'aura aucune chance. » Puis la voix de François, tout aussi déterminée. « Et tu es sûr qu'il ne soupçonne rien ?»« Certaine, Jean-Luc me fait confiance aveuglément. Le pauvre idiot ne voit même pas que je le déteste depuis des années. Dès qu'on touchera l'assurance, on pourra enfin commencer notre vraie vie, à nous deux. » Aux Seychelles, avec tout cet argent. Jean-Luc ferma les yeux, anéanti. Entendre sa femme parler de lui avec un tel mépris, une telle froideur, était plus douloureux que toutes ses blessures physiques. Mais Dubois n'avait pas terminé. Il sortit de sa mallette une autre chemise, plus fine, qu'il manipula avec des précautions particulières. « Monsieur Martin, en approfondissant mes recherches sur votre entourage,
J'ai fait une découverte, inattendue. Il ouvrit la chemise et en sortit une photographie jaunâtre, visiblement ancienne. Jean-Luc écarquilla les yeux. Sur le cliché, il se reconnut, 30 ans plus jeune, serrant dans ses bras une femme brune aux yeux clairs, une femme qu'il n'avait jamais oubliée malgré les années. Hélène Fontaine, murmura-t-il, la voix brisée par l'émotion. « Vous la connaissiez ?» demanda Dubois, surpris par la réaction de son client. « Oui, c'était il y a très longtemps. J'avais 24 ans. Elle travaillait comme secrétaire dans la première entreprise où j'ai été embauché. Nous nous aimions, mais... » Jean-Luc s'interrompit, submergé par les souvenirs. Hélène, sa Hélène aux yeux de mer et aux cheveux de soie, l'amour de sa jeunesse, celui qu'on n'oublie jamais vraiment. « Que lui est-il arrivé ?» demanda-t-il d'une voix blanche. Dubois consulta ses notes. « Elle est morte dans l'incendie de l'orphelinat Sainte-Agnès, il y a 5 ans. Elle travaillait là-bas comme bénévole. Mais Monsieur Martin, ce n'est pas tout. » Le détective sortit un autre document de sa chemise, un extrait d'acte de naissance. Hélène Fontaine avait une fille, Isabelle Fontaine, née le 15 mars 1996. Selon les registres de l'orphelinat, la mère avait refusé de révéler l'identité du père, mais regardez attentivement la date de naissance. Jean-Luc fit rapidement le calcul. Mars 1996, 9 mois après sa dernière nuit avec Hélène, juste avant qu'elle ne disparaisse de sa vie sans explication. « Mon Dieu !» souffla-t-il. « J'ai fait des recoupements », continua Dubois imperturbablement. « Isabelle Fontaine a aujourd'hui 29 ans. Elle vit dans la rue depuis l'incendie qui a coûté la vie à sa mère adoptive. Et selon mes informations, c'est cette même Isabelle qui vous a abordé sur le parking pour vous mettre en garde contre votre épouse. » La révélation frappa Jean-Luc comme un coup de massue. Isabelle, cette femme aux cicatrices, cette âme brisée qui avait tenté de le sauver, était sa fille qu'il n'avait jamais connue, dont il n'avait jamais soupçonné l'existence. L'inspecteur Lefebvre, qui avait assisté à la scène en silence, prit la parole. « Nous avons retrouvé cette Isabelle Fontaine. Elle confirme vous avoir averti du danger. Elle prétend avoir des facultés particulières, des prémonitions. Ça explique comment elle a pu savoir, » murmura Jean-Luc encore sous le choc. « Ma fille, ma propre fille m'a sauvé la vie. » Dubois referma son dossier. « Il y a encore un élément troublant. Votre épouse connaissait-elle l'existence d'Isabelle? Avait-elle découvert le lien qui vous unissait ?» Jean-Luc secoua la tête. « Impossible. Je n'ai jamais parlé d'Hélène à Claire. C'était un chapitre de ma vie que j'avais refermé depuis longtemps. » « Alors c'est une coïncidence extraordinaire, » conclut l'inspecteur. « Votre fille vous sauve la vie le soir même où votre épouse tente de vous assassiner. Ou peut-être pas une coïncidence, pensa Jean-Luc. Peut-être qu'Hélène, d'où qu'elle soit, avait guidé leur fille vers lui. Peut-être que l'amour transcende vraiment la mort. Que va-t-il arriver à François ? Demanda-t-il. Il sera arrêté dès ce soir, répondit Lefebvre. Avec toutes les preuves que nous avons réunies, il risque la prison à vie, tentative de meurtre, complicité d'assassinat, détournement de fonds. Il ne s'en sortira pas. Jean-Luc ferma les yeux. Justice serait donc rendue. Claire était morte, emportée par son propre piège. François allait payer pour ses crimes. Mais lui, il avait retrouvé quelque chose qu'il croyait perdu à jamais. Sa fille. Où est-elle ? Demanda-t-il. Où est Isabelle ? Toujours dans la rue, répondit Dubois. Elle refuse l'aide sociale. Elle dit qu'elle attend quelque chose, ou quelqu'un. Jean-Luc sourit pour la première fois depuis l'accident. Sa fille l'attendait. Sans le savoir, elle l'avait toujours attendue. Il était temps de la ramener à la maison. 3 mois s'étaient écoulés depuis l'accident du virage des âmes. Jean-Luc Martin, désormais remis de ses blessures, se tenait debout face au miroir de sa chambre d'hôtel. Les cicatrices sur son visage avaient pâli, mais celles de son cœur resteraient à jamais. Il ajusta sa veste et glissa dans sa poche intérieure une enveloppe jaune, épaisse, qui contenait 30 années de secrets. Dehors, Marseille se réveillait sous un soleil de printemps timide. Jean-Luc prit les clés du Peugeot 3008 GT qu'il venait d'acheter. Un véhicule familial, spacieux, sûr, pas le genre de voiture qu'il conduisait habituellement, mais aujourd'hui n'était pas un jour habituel. Il se dirigea vers la Canebière, le cœur battant comme un adolescent avant un premier rendez-vous, 3 mois de recherche, d'enquête discrète,
de nuits blanches à se demander comment aborder celle qui était à la fois une inconnue et sa fille. Comment dit-on à quelqu'un qu'on a vécu 30 ans sans savoir qu'elle existait? Au fil des semaines, il avait reconstitué l'histoire d'Hélène. Après leur séparation, elle avait découvert sa grossesse mais n'avait jamais tenté de le contacter. Trop fière, peut-être, ou trop amoureuse pour vouloir l'embarrasser avec ses responsabilités, elle avait élevé Isabelle seule jusqu'à ses 3 ans, puis la tuberculose l'avait emportée en quelques mois. L'enfant avait été placé à l'orphelinat Sainte-Agnès, où Hélène venait parfois faire du bénévolat, incapable de se résoudre à couper totalement les liens. Jean-Luc gara sa voiture et descendit lentement la Canebière. Il l'aperçut de loin, exactement au même endroit que 3 mois plus tôt. Isabelle était assise sur un banc, face à la mer, ses cheveux châtains flottant dans la brise marine. Elle portait des vêtements propres, sans doute donnés par une association, mais gardait cette posture de quelqu'un qui a appris à se méfier du monde. Il s'approcha en silence, le cœur serré par l'émotion. Vu de près, la ressemblance avec Hélène était saisissante. Les mêmes yeux bleus, profonds comme l'océan, la même ligne de mâchoire volontaire, la même façon de pencher la tête quand elle réfléchissait. Isabelle, elle leva les yeux vers lui, d'abord surprise, puis reconnaissante. Un sourire timide éclaira son visage fatigué. « Monsieur Martin, vous allez bien? Je suis si heureuse. Grâce à vous, dit-il en s'asseyant à côté d'elle. Vous m'avez sauvé la vie. Je n'ai fait que vous prévenir. C'est vous qui avez eu la force de survivre. » Ils restèrent un moment silencieux, regardant les mouettes tournoyer au-dessus du vieux port. Jean-Luc ne savait pas comment commencer. Comment révéler à quelqu'un que sa vie entière va changer? « Isabelle, j'ai quelque chose à vous dire. Quelque chose d'important. » Elle tourna vers lui ses yeux clairs, attentive. L'enquête sur l'accident a révélé des éléments inattendus. Ma femme et mon associé avaient tout planifié. Ils voulaient ma mort pour toucher l'assurance vie et s'emparer de mon entreprise. « Je sais, dit-elle simplement. Je l'avais vue dans mes rêves, votre femme. Elle avait de la haine dans le cœur. Beaucoup de haine. » Jean-Luc sortit l'enveloppe de sa poche, la soupesant comme si elle contenait toute sa vie. Mais il y a autre chose. L'enquêteur privé que j'avais engagé a fait des recherches approfondies sur mon entourage, ma famille. Il ouvrit l'enveloppe et en sortit la vieille photographie. Isabelle la regarda et son visage se figea, ses yeux s'emplirent de larmes. « Maman », murmura-t-elle en effleurant le cliché du bout des doigts. « C'est ma maman, mais comment ?»« Hélène Fontaine », dit Jean-Luc d'une voix tremblante. « Je l'ai aimée il y a 30 ans, plus que tout au monde. Puis elle a disparu de ma vie sans explication. Je n'ai jamais su pourquoi. » Isabelle le regardait, incrédule, commençant à comprendre mais n'osant pas y croire. « Votre date de naissance, » continua Jean-Luc. « C'est le 15 mars 1996, 9 mois exactement après notre dernière nuit ensemble. » Les larmes coulaient maintenant librement sur les joues d'Isabelle. 30 ans d'orphelinat, 5 ans de rue, toute une vie à se demander qui était son père. Et il était là, devant elle. « Papa » murmura-t-elle, sa voix se brisant sur ce mot qu'elle n'avait jamais prononcé. Jean-Luc hocha la tête, incapable de parler. Il tendit les bras, et Isabelle s'y jeta avec l'élan d'une enfant retrouvant enfin sa famille. Ils pleurèrent ensemble, sur le banc face à la mer, rattrapant 30 années de séparation en une seule étreinte. « Pourquoi maman ne vous a jamais dit ?» demanda Isabelle quand elle retrouva sa voix. « Je ne sais pas », avoua Jean-Luc. « Peut-être par fierté, peut-être parce qu'elle pensait que j'étais trop jeune, trop instable. J'avais 24 ans, je débutais dans la vie. Elle a dû penser qu'un enfant compliquerait tout. » Il sortit de l'enveloppe d'autres documents, des extraits d'actes de naissance, des papiers d'identité et surtout des papiers d'adoption. « Isabelle, je veux réparer 30 ans d'absence. Je veux vous donner ce que vous n'avez jamais eu. Une famille, un foyer, une sécurité, si vous l'acceptez. J'aimerais vous adopter officiellement, vous donner mon nom. » Isabelle regarda les papiers, émue aux larmes. « Mais je ne suis plus une enfant. J'ai 29 ans. L'adoption d'adultes existe, » expliqua Jean-Luc. « C'est légal, c'est officiel. Vous deviendriez Isabelle Martin, ma fille, légalement et pour toujours. » Il sortit ensuite les clés de la Peugeot. « Et ça, c'est votre voiture, pour commencer votre nouvelle vie. » Isabelle secoua la tête, dépassée par l'émotion. « Je ne peux pas accepter tout ça. Je ne mérite pas.
Vous méritez tout, l'interrompit Jean-Luc fermement. Vous méritez une vie normale, des études, un avenir. Vous méritez de rattraper le temps perdu. Et moi j'ai besoin de vous. J'ai besoin de ma fille. Il lui raconta alors ses projets. Comment il voulait qu'elle reprenne ses études, qu'elle l'aide à diriger l'entreprise. Comment il envisageait de créer une fondation d'aide aux sans-abri, en mémoire d'Hélène et en hommage au parcours d'Isabelle. « Vous avez un don », dit-il. « Cette capacité à voir ce que les autres ne voient pas. Peut-être qu'ensemble, nous pourrions aider d'autres personnes, empêcher d'autres tragédies. » Isabelle regardait la photo de sa mère dans les bras de cet homme qui était son père. Tout semblait irréel, comme si elle allait se réveiller sous son carton d'emballage et découvrir que tout n'était qu'un rêve. « Vous croyez qu'elle le savait ?» demanda-t-elle. « Maman, vous croyez qu'elle savait que nous nous retrouverions un jour ?» Jean-Luc sourit à travers ses larmes. « J'en suis sûre. Hélène a toujours eu cette intuition particulière. C'est de là que vous tenez votre don. Elle nous a guidés l'un vers l'autre, d'une façon ou d'une autre. Elle a fait en sorte que vous soyez là ce soir-là, sur ce parking, pour me sauver. » Isabelle se leva et marcha quelques pas vers la mer, comme pour demander conseil au flot, puis elle revint vers Jean-Luc, les yeux brillants de détermination. « D'accord, » dit-elle simplement. « J'accepte d'être votre fille. » Jean-Luc se leva à son tour et la serra dans ses bras. Pour la première fois depuis des années, il se sentait complet. Il avait perdu une épouse meurtrière, mais il avait retrouvé sa fille. Le destin, parfois, savait réparer ses propres erreurs. « Rentrons à la maison », dit-il en lui tendant les clés de la voiture. « À la maison », répéta Isabelle, savourant ces mots qu'elle n'avait jamais pu prononcer. Le procès de François Mercier s'ouvrit 6 mois après l'accident du virage des âmes. Dans la salle d'audience bondée du palais de justice de Marseille, Jean-Luc Martin, accompagné d'Isabelle, prit place au premier rang, face à l'homme qui avait été son ami d'enfance. Son témoin de mariage et qui avait planifié sa mort avec un sang-froid glacial, François, menotté et vêtu de l'uniforme gris de la prison des Baumettes, évitait soigneusement son regard. L'homme élégant et sûr de lui qu'il avait été s'était transformé en une épave. Ses cheveux avaient blanchi, son visage s'était creusé et ses épaules s'affaissaient sous le poids de la culpabilité. Maître Roussel, l'avocat de la partie civile, se leva pour son réquisitoire final. Sa voix claire résonna dans le silence tendu de l'audience. « Messieurs les jurés, nous sommes face à l'un des crimes les plus sordides qu'il m'ait été donné de plaider. François Mercier et Claire Martin ont orchestré un plan diabolique pour assassiner Jean-Luc Martin, motivé par la cupidité la plus vile. » Il brandit les pièces à conviction, les relevés bancaires de François, montrant ses dettes astronomiques, les enregistrements des conversations entre les deux complices, la police d'assurance vie falsifiée. François Mercier était au bord de la faillite. Il avait détourné plus de 2 millions d'euros des comptes de l'entreprise Martin & Associés pour couvrir ses pertes au casino et ses investissements désastreux. Plutôt que d'avouer ses fautes à son associé, plutôt que de demander de l'aide à celui qui le considérait comme un frère, il a choisi le crime. Jean-Luc serrait la main d'Isabelle, qui lui transmettait sa force silencieuse. Ces 6 mois passés ensemble les avaient transformés tous les deux. Isabelle avait repris ses études en administration avec une détermination farouche, rattrapant des années perdues avec une intelligence remarquable. Jean-Luc, de son côté, avait découvert la joie d'être père et avait complètement réorienté sa vie. L'accusé et Madame Martin, continua l'avocat, ont planifié ce meurtre avec un cynisme révoltant. Ils ont saboté les freins du véhicule, choisi l'itinéraire le plus dangereux, calculé l'heure parfaite pour que l'accident paraisse accidentel. Claire Martin devait toucher 80 millions d'euros d'assurance vie, qu'elle partagerait ensuite avec son complice. L'avocat de la défense, Maître Delacroix, tenta une dernière fois de plaider les circonstances atténuantes. Mon client reconnaît ses fautes. Il était désespéré, acculé par ses créanciers. Il n'était pas le cerveau de cette opération, mais simplement l'instrument d'une femme manipulatrice qui l'avait envoûté. Mais les preuves étaient accablantes. Les écoutes téléphoniques révélaient que François était loin d'être une victime passive. C'était lui qui avait eu l'idée du sabotage automobile. Lui qui avait trouvé le mécanicien véreux pour trafiquer les freins. Lui qui avait calculé le moment optimal pour l'assassinat. L'inspecteur Lefebvre, appelé à la barre, détailla méthodiquement l'enquête.
Les analyses techniques ont confirmé que le liquide de frein avait été entièrement vidangé quelques heures avant l'accident. Les tuyaux avaient été percés à des endroits stratégiques pour que la perte soit progressive et imperceptible au début du trajet. Il montra aux jurés les photos de l'épave, les rapports d'expertise, les témoignages des secouristes. Seul un miracle a permis à M. Martin de survivre. Madame Martin, ironiquement, est devenue la première victime de son propre plan. Vint ensuite le moment le plus émouvant du procès, le témoignage d'Isabelle. Elle s'avança à la barre avec une dignité qui força le respect. Sa voix était claire, assurée, sans trace de la femme brisée qu'elle avait été. « J'ai vu ce qui allait arriver », dit-elle simplement. « Depuis mon enfance, j'ai ces visions, des images qui me viennent avant les tragédies. Cette nuit-là, j'ai vu M. Martin mourir dans cette voiture. Je ne pouvais pas laisser faire. L'avocat de la défense tenta de discréditer son témoignage. « Madame Fontaine, Madame Martin, vous prétendez avoir des dons surnaturels. Je ne prétends rien, répliqua Isabelle avec calme. Je dis simplement ce que j'ai vu. Et les faits ont prouvé que j'avais raison. Le président du tribunal intervint pour recadrer les débats. Peu importait la nature exacte du don d'Isabelle. Ce qui comptait, c'était qu'elle avait tenté de prévenir Jean-Luc du danger. François Mercier fut finalement appelé à la barre pour ses dernières déclarations. Il se leva péniblement, ses chaînes cliquetant dans le silence de l'audience. « Je demande pardon », balbutia-t-il, la voix brisée. « Jean-Luc, si tu m'entends, j'ai détruit notre amitié, j'ai trahi ta confiance. J'ai voulu ta mort par lâcheté et cupidité. Je ne mérite aucune indulgence. » Jean-Luc le regardait sans haine, avec une sorte de pitié triste. Cet homme avait été son ami pendant 40 ans. Ils avaient grandi ensemble, fait leurs études ensemble, créé leur entreprise ensemble, et tout s'était écroulé à cause de l'argent et de la passion. Le verdict tomba le lendemain. Prison à vie pour François Mercier. Avec confiscation de tous ses biens, le tribunal avait retenu la préméditation, l'association de malfaiteurs, la tentative d'homicide volontaire et les détournements de fonds. À la sortie du palais, Jean-Luc et Isabelle furent assaillis par les journalistes. L'affaire avait passionné l'opinion publique. Cette femme sans abri, qui sauve un homme d'affaires grâce à ses prémonitions, qui se révèle être sa fille perdue, tous les ingrédients d'un fait divers extraordinaire. Monsieur Martin, que ressentez-vous après ce verdict ? Du soulagement, répondit Jean-Luc. Justice a été rendue, maintenant, nous pouvons tourner la page et construire l'avenir. Et vous, mademoiselle Martin, comment vivez-vous cette transformation ? Isabelle sourit, apaisée. J'ai retrouvé une famille. J'ai une nouvelle chance dans la vie. Je compte bien la saisir. De retour dans leur nouvelle maison, Jean-Luc avait vendu l'ancienne, trop chargé de souvenirs douloureux. Père et fille firent le bilan de ces mois bouleversants. L'entreprise Martin & Associés avait été rebaptisée Martin & Fille. Isabelle, diplômée en accéléré grâce à ses brillants résultats, occupait maintenant le poste de vice-présidente. Elle avait révolutionné l'approche commerciale de la société, orientant les investissements vers des projets sociaux et environnementaux. « Tu sais », dit Jean-Luc en regardant les chiffres exceptionnels du dernier trimestre. « Depuis que tu as pris tes fonctions, nous n'avons jamais été aussi prospères. Et pour la première fois, je suis fière de ce que nous faisons. » Isabelle avait en effet lancé plusieurs initiatives remarquées, un programme de microcrédit pour les entrepreneurs en difficulté, un fonds d'aide aux victimes d'incendies, et surtout, la Fondation Hélène Fontaine, dédiée à l'aide aux sans-abri. « Maman aurait été fière », murmura Isabelle en feuilletant les dossiers de la Fondation. Jean-Luc, transformé par cette paternité tardive, s'était lui-même métamorphosé. L'homme d'affaires impitoyable qu'il avait été laissait place à un père attentionné et à un humaniste convaincu. Chaque semaine, il consacrait ses matinées aux maraudes avec l'Armée du Salut, distribuant repas chauds et couvertures dans les rues de Marseille. « Tu m'as sauvé 2 fois, dit-il un soir à Isabelle. Une fois physiquement, en m'avertissant du danger, et une fois moralement, en me donnant un sens à ma vie. » Le soir même, ils reçurent un coup de téléphone inattendu. L'inspecteur Lefebvre les informait que François Mercier s'était suicidé dans sa cellule. Il avait laissé une lettre confessant d'autres crimes et demandant pardon une dernière fois. « C'est fini », dit simplement Jean-Luc en raccrochant. « Vraiment fini ». Isabelle hocha la tête. François avait payé le prix ultime de ses crimes. Claire était morte. La justice était rendue. Mais à quel prix humain ?
Nous sommes les survivants, dit-elle. À nous de donner un sens à cette survie. 2 ans après le procès, la transformation de Jean-Luc et Isabelle Martin était totale. Leur entreprise, devenue un modèle d'économie sociale et solidaire, faisait la une des magazines spécialisés. Mais ce matin de printemps, dans les bureaux flambant neufs de Martin et Fille, l'ambiance était particulièrement festive. « Papa, regarde ça !» s'exclama Isabelle en agitant un document officiel. « La Fondation Hélène Fontaine vient d'être reconnue d'utilité publique. » Jean-Luc leva les yeux de son ordinateur, un sourire radieux illuminant son visage. À 56 ans, il paraissait 10 ans de moins qu'au jour de l'accident. Le stress permanent qui l'habitait autrefois avait disparu, remplacé par une sérénité profonde. « C'est formidable », dit-il en se levant pour embrasser sa fille. « Hélène aurait été si fière de voir ce que tu as accompli. » L'open space de l'entreprise bourdonnait d'activités. Les équipes travaillaient sur 3 projets majeurs. La construction d'un centre d'hébergement d'urgence, le lancement d'un programme de réinsertion professionnelle et la création d'une école de formation au métier du social. Isabelle, en costume tailleur impeccable, supervisait tout avec une autorité naturelle qui forçait le respect. Mademoiselle Martin, l'interpella Sandra, la nouvelle directrice des ressources humaines, l'équipe du projet Seconde Chance souhaiterait vous présenter les premiers résultats. Isabelle consulta sa montre. Dans cette nouvelle vie, chaque minute était précieuse. Elle, qui avait vécu 5 ans dans l'intemporalité de la rue, savourait maintenant la richesse d'un emploi du temps chargé. « Parfait, salle de réunion numéro 2 dans 10 minutes. » Elle se tourna vers son père, qui pianotait déjà sur son téléphone pour annuler un rendez-vous. « Tu ne rates jamais une présentation concernant la fondation, » sourit-elle. « Comment le pourrais-je ? C'est notre plus belle réussite. » En 2 ans, la Fondation Hélène Fontaine avait sorti 150 personnes de la rue, un taux de réussite exceptionnel qui s'expliquait par l'approche révolutionnaire d'Isabelle. Elle ne se contentait pas de donner un toit et un repas, elle reconstruisait l'estime de soi. Quand on a tout perdu, expliquait-elle souvent lors de ses conférences, on perd d'abord confiance en sa valeur. Mon rôle n'est pas seulement de loger les gens, c'est de leur redonner l'envie de se battre. La réunion débuta par la présentation de Karim. 28 ans, ancien SDF devenu coordinateur du projet, son parcours résumait à lui seul la philosophie d'Isabelle. Identifier les talents cachés plutôt que de se focaliser sur les échecs. Ce mois-ci, annonça-t-il avec fierté, nous avons accompagné 23 personnes vers un emploi stable. Parmi elles, 12 ont trouvé un logement autonome. Les chiffres s'affichaient sur l'écran géant, taux de rechute en forte baisse, satisfaction des bénéficiaires en hausse constante, coût par personne accompagné divisé par 3 par rapport aux structures traditionnelles. « Comment expliquez-vous ces résultats ?» demanda Jean-Luc, toujours impressionné par l'efficacité de l'équipe de sa fille. « Par l'écoute », répondit Mathilde, psychologue de formation et ancienne toxicomane. « Isabelle nous a appris que chaque histoire est unique. On ne peut pas appliquer la même méthode à tout le monde. » Isabelle écoutait avec attention, prenant des notes sur son carnet. Son don de prémonition, loin de disparaître, s'était affiné avec l'expérience. Elle pressentait maintenant les rechutes avant qu'elles n'arrivent. Identifier les personnes en détresse avant qu'elles ne sombrent. « Il faut que je vous parle de Sylvie », dit-elle soudain. « Celle qui a intégré le programme la semaine dernière, elle va avoir besoin d'un accompagnement renforcé. » Karim consulta son dossier. « Pourtant, elle semble bien s'adapter. Ses tests psychologiques sont corrects. » « Faites-moi confiance, » insista Isabelle. « Elle va craquer dans les prochains jours, quelque chose de violent. Assignez-lui Mathilde en priorité. » L'équipe avait appris à ne jamais remettre en question les intuitions d'Isabelle. Elles se révélaient toujours exactes. Après la réunion, père et fille déjeunèrent dans leur restaurant habituel, une petite brasserie du Vieux-Port tenue par Pierre, un ancien bénéficiaire de la fondation. « Mademoiselle Isabelle », s'exclama-t-il en les accueillant. « J'ai une excellente nouvelle. Mon fils vient d'être accepté en école d'ingénieur. » « C'est merveilleux, Pierre. » Isabelle le serra dans ses bras avec affection. « Tu vois, quand on croit en ses rêves, tout devient possible. » Cette scène se répétait quotidiennement. Partout où ils allaient, Jean-Luc et Isabelle croisaient d'anciens protégés de la fondation qui avaient reconstruit leur vie. Le chauffeur de taxi qui les ramenait parfois chez eux, la fleuriste de leur quartier, l'employé de banque qui gérait leur compte.
Autant de success stories qui donnaient un sens profond à leur engagement. Tu sais ce qui me rend le plus fier ? Demanda Jean-Luc en dégustant sa bouillabaisse. Ce n'est pas l'argent que nous gagnons, ce ne sont pas les prix que nous recevons, c'est de voir dans tes yeux la joie de sauver des vies. Isabelle sourit en pensant au chemin parcouru. Il y a 3 ans, elle dormait sous les ponts, fouillait les poubelles pour survivre, était invisible aux yeux de la société. Aujourd'hui, elle dirigeait une équipe de 40 personnes, gérait un budget de plusieurs millions d'euros, et son nom était cité en exemple dans les universités. Sans toi, rien de tout cela n'aurait été possible, dit-elle. Tu m'as donné une famille, une éducation, une chance, mais surtout, tu m'as montré qu'on peut transformer la douleur en force. L'après-midi fut consacré à la visite du nouveau centre d'hébergement, un bâtiment moderne de 5 étages qui pourrait accueillir 200 personnes. Isabelle avait insisté pour que chaque chambre ait sa salle de bain privée et une petite kitchenette. La dignité commence par l'intimité, expliquait-elle aux architectes. Quand on vit dans la rue, on perd le droit à la solitude, au silence, à la propreté. Il faut d'abord restaurer ça. Le centre ouvrirait ses portes le mois suivant. Avec une équipe de professionnels triés sur le volet, Isabelle avait personnellement recruté chaque travailleur social, chaque psychologue, chaque éducateur. En fin de journée, ils rentrèrent dans leur villa des collines marseillaises, une maison chaleureuse qu'ils avaient aménagée ensemble. Jean-Luc avait transformé l'ancien bureau de Claire en bibliothèque, tandis qu'Isabelle s'était créé un atelier de peinture où elle exprimait ses visions artistiques. Au fait, dit Jean-Luc en servant 2 verres de Côtes-du-Rhône, j'ai reçu un appel du ministère aujourd'hui. Il voudrait nous confier un projet pilote national, étendre le modèle de la fondation à 10 autres villes. Isabelle écarquilla les yeux. Tu es sérieux ? Un projet national ? Tout ce qu'il y a de plus sérieux. Il parle d'un budget de 50 millions d'euros sur 3 ans. Isabelle posa son verre. Émue. 50 millions pour reproduire leur méthode partout en France. Des milliers de vies qui pourraient être sauvées. Qu'est-ce que tu en penses ? Demanda Jean-Luc. Je pense... Isabelle marqua une pause, cherchant ses mots. Je pense que maman nous guide encore. Cette nuit-là, quand je t'ai vu en danger, je ne me doutais pas que cela changerait autant de destin. Jean-Luc hocha la tête. Depuis 3 ans, il avait la conviction qu'Hélène orchestrait leur histoire depuis l'au-delà. Trop de coïncidences. Trop de signes pour que ce soit le fruit du hasard. Acceptons ce défi, dit Isabelle avec détermination. Pour elle, pour tous ceux qui attendent encore qu'on leur tende la main. Ils trinquèrent à leur nouveau projet, à leur famille reconstituée, à leur mission commune. Dehors, le soleil se couchait sur Marseille, peignant la mer de reflets dorés. Dans quelques semaines, ils iraient ensemble sur la tombe d'Hélène. Comme chaque mois depuis leur retrouvaille, ils lui raconteraient leurs projets, leurs réussites, leurs espoirs. Ce soir-là, ils auraient tant de choses à lui dire. Le cimetière Saint-Pierre de Marseille baignait dans la lumière dorée de ce dimanche d'automne. Jean-Luc et Isabelle remontèrent l'allée principale, leurs pas résonnant sur les pavés anciens, dans les mains d'Isabelle, un bouquet de lys blanc, les fleurs préférées d'Hélène selon les souvenirs de Jean-Luc. 3 ans s'étaient écoulés depuis leur retrouvaille, et cette visite mensuelle était devenue un rituel sacré. Ils venaient de raconter à Hélène leurs projets, leurs réussites, leurs joies, comme si elle continuait de veiller sur eux depuis sa tombe fleurie. « Regarde !» murmura Isabelle en désignant la pierre tombale. « Quelqu'un d'autre est venu ?» Effectivement, des roses rouges fraîches étaient déposées près de la stèle de marbre blanc. Jean-Luc fronça les sourcils, intrigué. Qui d'autre connaissait Hélène ? Qui venait encore l'honorer après toutes ces années ? Peut-être une ancienne collègue de l'orphelinat ? Suggéra-t-il en s'agenouillant pour déposer les lys. Isabelle s'accroupit à ses côtés et caressa délicatement la photo incrustée dans la pierre. Hélène a 25 ans, souriante, les cheveux au vent, exactement comme dans ses souvenirs d'enfance. « Maman », chuchota-t-elle, « nous avons tant de choses à te dire aujourd'hui. » Elle lui raconta d'abord le projet national que le ministère leur avait confié. 10 nouvelles villes, 50 centres d'hébergement, des milliers de vies à transformer. L'héritage d'Hélène rayonnerait bientôt dans toute la France. Lyon, Bordeaux, Lille, énuméra Jean-Luc. Partout, nous reproduirons le modèle de la Fondation Hélène Fontaine. Ton nom portera l'espoir dans tous ces lieux. Puis, Isabelle évoqua ses dernières visions, de plus en plus précises et constructives. Son don s'était affiné avec l'expérience et la sérénité. Elle ne voyait plus seulement les drames à venir,
mais aussi les solutions, les chemins de guérison. Hier, j'ai empêché un suicide, raconta-t-elle. Thomas, 19 ans, ancien pensionnaire de la fondation, j'ai vu sa détresse avant qu'il ne l'exprime. Nous avons pu intervenir à temps. Jean-Luc écoutait sa fille avec une admiration sans borne. Cette femme brisée qu'il avait trouvée sous la pluie s'était muée en une force de la nature, capable de sauver des vies par centaines. « Tu sais ce qui me bouleverse le plus », dit-il en s'adressant à la photo d'Hélène. « C'est de voir combien elle te ressemble. Pas seulement physiquement. Cette générosité, cette intuition, cette capacité à sentir la souffrance des autres, c'est tout toi. » Un léger vent se leva, faisant danser les feuilles mortes autour de la tombe. Isabelle ferma les yeux et se laissa bercer par cette caresse invisible. « Parfois, je sens ta présence, » murmura-t-elle, « dans les moments difficiles, quand je doute, quand j'ai peur de ne pas être à la hauteur. Tu es là, tu me guides. » Jean-Luc hocha la tête. Lui aussi percevait cette présence bienveillante, surtout dans les instants cruciaux, comme cette nuit d'orage où Isabelle l'avait sauvée, comme le jour où l'enquêteur avait découvert leur lien de parenté, comme chaque fois qu'il prenait une décision importante pour la fondation. « Nous avons une confession à te faire, » dit-il soudain. La voix tremblante d'émotion, Isabelle le regarda, surprise. Il n'avait prévu aucune révélation particulière aujourd'hui. Ces 3 années ensemble m'ont appris quelque chose d'essentiel, continua Jean-Luc. J'ai réalisé que ma vie d'avant, l'argent, le succès, les apparences, n'avaient aucun sens. J'étais en train de devenir exactement le contraire de l'homme que tu avais aimé. Il s'interrompit, ému par ses propres paroles. Si tu ne m'avais pas donné Isabelle, si elle ne m'avait pas sauvé cette nuit-là, je serais devenu un homme vide, riche, peut-être, mais vide. Maintenant, grâce à elle, grâce à toi, j'ai trouvé ma voie. Isabelle prit la main de son père, sentant l'émotion qui l'habitait. Et moi, ajouta-t-elle, j'ai appris que perdre tout peut être le début de tout gagner. Ces 5 années dans la rue m'ont enseigné l'humilité, la compassion, la force. Sans cette épreuve, je n'aurais jamais pu aider les autres comme je le fais aujourd'hui. Elle marqua une pause, contemplant les nuages qui filaient dans le ciel d'automne. C'est étrange, non? Papa pense qu'il m'a sauvée, mais c'est moi qui l'ai sauvée. Et au final, c'est toi qui nous as sauvés tous les deux, en nous réunissant, en nous montrant le chemin. Un silence paisible s'installa autour d'eux. Le cimetière semblait vibrer d'une énergie particulière. D'autres familles visitaient leurs défunts. D'autres histoires d'amour transcendèrent la mort. « Il y a autre chose », reprit Jean-Luc d'une voix plus douce. « Quelque chose que je n'ai jamais osé te dire, Hélène. » Il sortit de sa poche une petite boîte en velours rouge qu'il posa délicatement sur la tombe. « Cette bague, je l'avais achetée pour toi, il y a 30 ans. J'avais l'intention de te demander en mariage. » Isabelle écarquilla les yeux, découvrant ce secret que son père avait gardé toutes ces années. « Puis tu as disparu, » continua-t-il. « Et je n'ai jamais eu l'occasion de te la donner. Je l'ai gardée dans mon coffre pendant 3 décennies, comme un talisman, comme un espoir. » Il ouvrit la boîte, révélant un solitaire modeste mais élégant, exactement dans le goût d'Hélène. « Aujourd'hui, je veux enfin te la donner, avec 30 ans de retard, mais je veux que tu l'aies. » Isabelle pleurait silencieusement, touchée par la beauté de ce geste. Son père venait de boucler une boucle, de panser une blessure vieille de 3 décennies. « Elle aurait dit oui », murmura-t-elle. « J'en suis sûre. Elle t'aimait autant que tu l'aimais. » Jean-Luc referma la boîte et la glissa dans une anfractuosité de la pierre tombale, là où elle resterait à l'abri des intempéries. « Voilà », dit-il. « Maintenant, vous êtes officiellement fiancés, pour l'éternité. » Ils restèrent encore un long moment en silence, chacun communiant avec ses souvenirs et ses émotions. Le soleil déclinait lentement, peignant le cimetière de teintes cuivrées. « Tu crois qu'elle nous voit ?» demanda Isabelle. « J'en suis certain », répondit Jean-Luc sans hésitation. « Comment expliquer sinon cette série de coïncidences? Ton don qui te mène vers moi cette nuit-là, l'enquêteur qui découvre notre lien, cette force qui nous pousse à aider les autres. C'est elle, c'est forcément elle. » Isabelle acquiesça. Dans son cœur, elle sentait cette présence aimante qui l'avait toujours accompagnée, même dans ses pires moments de détresse. « Maman », dit-elle en posant une dernière fois sa main sur la photo. « Merci. Merci de nous avoir réunis. Merci de nous avoir montré que l'amour est plus fort que la mort.
que la famille transcende le temps et les circonstances. Merci de nous avoir appris que la douleur peut se transformer en lumière. Jean-Luc l'enlaça tendrement. Merci de m'avoir donné la plus belle des filles. Merci de m'avoir offert une seconde chance d'être heureux. Merci de veiller encore sur nous. Ils se levèrent ensemble, leur cœur apaisé. En partant, ils croisèrent une femme âgée qui déposait des roses sur une tombe voisine. Excusez-moi, dit Isabelle, poussée par une intuition. Ces roses rouges sur la tombe d'Hélène Fontaine. C'est vous qui les avez déposées. La femme sourit avec douceur. Oui, ma petite. Hélène était ma meilleure amie. Nous travaillions ensemble à l'orphelinat. Je viens la voir chaque semaine depuis sa mort. Elle regarda Isabelle avec attention. Mon Dieu, vous lui ressemblez tant. Vous seriez sa fille, par hasard. Oui, répondit Isabelle émue. Et voici mon père, Jean-Luc. Les yeux de la vieille dame s'illuminèrent. Jean-Luc, bien sûr, Hélène parlait tout le temps de vous. Elle vous aimait tellement. Ils échangèrent quelques mots, quelques souvenirs, quelques larmes aussi. Cette rencontre inattendue était comme un dernier cadeau d'Hélène. Une façon de leur dire qu'elle était vraiment là, qu'elle veillait vraiment sur eux. En quittant le cimetière, main dans la main, Jean-Luc et Isabelle marchaient vers l'avenir avec la certitude d'être guidés par l'amour. L'amour d'une femme qui avait transcendé la mort pour réunir une famille, transformer des douleurs en force, métamorphoser des solitudes en communion éternelle. Derrière eux, dans la lumière dorée du couchant, la tombe d'Hélène Fontaine rayonnait de paix. Sur la pierre, les lys blancs et les roses rouges mêlés à leur parfum, symbole d'un amour qui n'aurait jamais de fin.